Vous savez ce que c'est le principal problème dans une serre? Eh ben, c'est qu'il ne pleut pas. Du coup, il faut tout le temps arroser, 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 arroser. Eh bien, ça c'est fini. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment réaliser un système d'arrosage par gravité 100% automatisé qui ne fonctionne ni avec l'eau du réseau, ni via une pompe et du coup à votre réseau électrique. Il fonctionnera en parfaite autonomie. Ce système d'arrosage couplé à des Oya m'a permis de ne plus jamais avoir à arroser ma serre. Tout se faisait automatiquement, c'est-à-dire que je pouvais partir en vacances et le système fonctionnait tout seul. Il s'occupe de tout et tu t'occupes de rien. Vu que j'ai changé de serre dernièrement, je vais devoir le refaire entièrement. Et ça va être l'occasion de vous montrer comment le réaliser pièce par pièce. Vous allez tout voir, je vais tout vous montrer. Je vais le réaliser entièrement devant vos yeux. Et en plus, dans cette vidéo, on va en profiter pour faire un tour de la serre, voir où j'en suis, voir à peu près toutes les cultures et les évolutions. Et on va également profiter de cette vidéo pour faire comme d'habitude, ramasser une cagette de légumes, voire même 2 cagettes de légumes. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex et bienvenue sur la chaîne Personne connaît, la chaîne que personne connaît et c'est bien dommage pour eux parce que mon objectif c'est de vous faire gagner du temps, de l'argent et de vous simplifier la vie. Comment je fais ça? Je bidouille, j'invente, je crée, j'innove et après je vous en fais profiter. Ça y est, c'est le retour du débardeur XXL et des Crocs sans chaussettes sur la chaîne Personne connaît. C'est que là, il fait de plus en plus chaud. Ici, il fait 30 degrés, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Sachant que l'été, je suis en t-shirt. C'est que je suis quelqu'un d'assez chaud bouillant. Voyons où j'en suis dans la serre. Alors oui, là, il y a un tas de palettes. Ça, c'est pour un futur gros projet sur la chaîne. Je vous en dis pas plus. Je ne vous spoile pas. Alors, comment ça se passe? On va voir que je ne suis pas tout seul à être chaud bouillant ici. Alors toutes mes boutures que j'ai réalisées à l'étouffer ont toutes réussi et toutes celles que j'ai réalisées pas à l'étouffer, elles ont toutes échoué. Donc pour vous dire que les boutures à l'étouffer c'est vraiment hyper efficace. C'est pour ça que je vous ai recommandé d'utiliser cette technique. Là j'ai mes choux là, je sais pas ce qu'ils font, ils sont en train de péter les plombs. Je sais même pas quelle variété de choux c'est parce que je les avais retrouvés dans mon mesclin et je les avais replantés ici. Donc ça doit être du chou à couper. Là il commence à se transformer en mini palmier. Là les oignons rocambole ça pousse tranquillement, franchement pas de soucis. Là, j'ai refait des nouveaux semis. J'ai fait un semis de blettes arc-en-ciel et j'ai fait un semis de chou kale frisé rouge. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo du calendrier des semis, donc ne la ratez pas. Ici, nous avons le mesclin. J'ai mangé tout ça et là, ça va repousser et il faut que je mange tout ça. Mais dans tous les cas, je pense que là, avec les fortes températures, il va bientôt monter en fleurs. Donc là, dans cette vidéo, on va tout ramasser. Pareil ici pour la mâche. Voilà, la mâche, elle est en train d'exploser, elle commence à fleurir et tout. Elle a fini son cycle. Donc là, on va pouvoir tout récolter également. Ici, nous avons mes semis. Eux, ils se portent super bien. Là, mes petits plants, les poivrons commencent à faire des poivrons. Là, ça y est, j'ai des poivrons. On est en mars. Donc voilà, regardez, ça arrive. Voilà. Donc là, on va tout planter dans cette vidéo. On va tout planter. Ici, j'ai le chou de Menton. Le chou de Menton qui s'éclate, qui explose. Et là, j'ai de la salade également ici. C'est de la salade feuilles de chêne. Nous avons dans la partie tropicale de la serre un tout nouveau venu. Ici, un mandarinier Satsuma que j'ai planté il y a pas longtemps. Et là, il se porte super bien. Regardez comment il explose. Alors, pourquoi j'ai planté un mandarinier Satsuma? C'est tout simplement parce que les mandarines, c'est le seul fruit que j'achète encore dans le commerce. Alors, si je peux en produire qui soit sans pesticides, sans rien, sans aucun produit chimique, ça serait vraiment super. C'est pour ça que là, j'en ai 2. J'en ai un dans le potager et j'en ai un ici. Et là, il va se porter super bien. Je l'ai bien enrichi, j'ai bien enrichi la terre avec mon super compost fait maison. Donc là, il va s'éclater et exploser. Là, ici, nous avons le citronnier caviar qui fait les citrons les plus chers du monde. Donc là, lui aussi, il est en train d'exploser. Il a plein de nouvelles pousses un peu partout. Il fait pas encore de fleurs, mais je pense que ça va pas tarder. Là, nous avons toujours ces choux là. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme chou. Ensuite, là, ici, nous avons le palmier qui a toujours été là depuis le début de la chaîne, qui fait sa vie tranquillement. Il va falloir que je l'arrose, il est un peu sec. Sur cette zone-là, nous avons le citronnier classique. Hop, je vais ranger la chaise. Nous avons un citronnier classique qui, lui, explose. Et regardez, il me fait plein de fleurs. Regardez-moi ça, elles sont super belles. Il est en train de pousser d'un coup, là. Il kiffe vraiment les conditions dans la serre. Ici, nous avons la moitié de mes plants. Les autres sont dans mon installation dans la maison, que je vous avais déjà montré plein de fois dans mes vidéos du calendrier des semis. Donc là, nous avons des patates douces.
Là, nous avons les piments rainbow qui font des piments de toutes les couleurs. Là-bas, nous avons des concombres que je vais planter dans cette vidéo. Et voilà, une patate douce qui est en train de germer, d'autres plants un peu partout. Mais tout ça, je vous en reparlerai dans mes vidéos dédiées sur les semis. J'ai ma jardinière à salade, il va falloir que je pense à dépoter tous les pieds et à la remettre dans le potager. En fait, j'attends qu'il pleuve parce que là, ça fait des jours et des jours qu'il n'a pas plu chez moi. Donc là, j'attends qu'il pleuve une bonne pluie pour que la terre soit humide, pour pouvoir replanter ici toutes mes salades. Ensuite, nous avons un autre chou de Banton qui est une bouture de celui-là. Là, nous n'avons plus rien. On va planter dans cette vidéo de quoi remplir ici, cette zone. Ici, nous avons les oignons rocambole, oignons perpétuels. Et ici, nous avons un autre semis que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. C'est de la rhubarbe ici. Et ça, c'est chou de Bruxelles. Voilà, ici. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Alors oui, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des bouteilles un peu partout. En fait, c'est parce que je fais de l'inertie thermique dans cette serre. Je remplis tout un tas de récipients avec de l'eau que je laisse après chauffer à température ambiante. Ça me permet d'arroser entièrement la serre grâce à ça. Et puis ça me permet de gagner quelques degrés par rapport à l'extérieur. Et avant, j'avais beaucoup plus de réservoirs, mais vous avez dû voir qu'ils avaient disparu. C'est parce que j'en ai profité pour arroser la serre. Là, maintenant, il gèle quasiment plus dans ma région, la région bordelaise. Je suis assez content parce que ma serre se développe à grands pas. C'est-à-dire que là, dans cette vidéo, on va installer le système d'arrosage 100% automatisé. Après, on va planter tout. On va tout planter. On va planter ici et ici. Et là, ça va devenir immense. Au fond, mon petit jardin tropical, eh bien, lui, il pousse super bien. Là, ça fleurit. Là, ça fleurit également. Là, ça va pas tarder à fleurir. Donc franchement, je suis assez content. Tout se développe parfaitement bien. Je vais bientôt rajouter d'autres plantes tropicales. Et puis voilà, hein, franchement, c'est top. Et bien sûr, dans quelques années, enfin même, ça se trouve à la fin de cette année-là, enfin vous verrez sûrement dans les futures vidéos, et bien tout ce petit monde-là, ça va pousser, ça va grandir. Ici, ça va faire une véritable arche ici d'agrumes. Ça va être magnifique. Évidemment, j'ai tout lancé il n'y a pas longtemps, mais déjà, on voit que ça avance assez vite. Je vais bientôt rajouter d'autres légumes perpétuels tropicaux qui sont actuellement en train de pousser dans la maison. Je vous garde encore la surprise pour pouvoir venir enrichir toute la collection qu'on a ici. Et là, ça va être vraiment magnifique, magnifique. J'ai vraiment hâte qu'on soit à l'été. Que va-t-on faire maintenant? Eh bien, on va ramasser tous les légumes qui sont ici. On va remplir les 2 cagettes. Et puis après, on va enrichir le sol en mettant des bassines de compost qu'on va venir mélanger à la terre qui se trouve ici. Alors, pourquoi je suis aussi pressé de commencer tout dès maintenant? Eh bien, tout à l'heure, je vais vous partager mes données que j'ai collectées via mes différentes balises météorologiques. Et vous allez voir que là, les conditions, pour moi, elles commencent à être vraiment très propices, quoi. Là, en plus, j'habite en ville, donc j'habite à Bordeaux. Et le fait que j'habite en ville, je suis chauffé par la chaleur de la ville. Ce qui fait que j'ai quelques degrés de plus ici que à quelques kilomètres de là, en campagne. Et là, ça fait un petit moment qu'il n'a pas gelé. Je pense qu'il n'y a aucun risque. Et dans le pire des cas, j'ai plusieurs dispositifs que je peux mettre en place, comme un voile d'hivernage ou des protections, des couvercles ou quoi, pour pouvoir protéger du gel. Mais je suis assez confiant en vrai. Il y a une autre raison, c'est que je suis en retard dans l'installation du potager en extérieur. Et j'avais prévu de vous faire des belles constructions avec de la belle boiserie, des trucs assez stylés. Mais le problème, c'est que mon fournisseur de bois, eh ben, il est en pénurie. Là, il va falloir que j'attende qu'il refasse son stock. Donc, ça me fout un peu dans le caca. Et si je m'en tiens à mon journal de culture, et bien là, actuellement, nous sommes dans les dates où je plante habituellement dans la serre les premiers plants. Donc je suis plutôt assez confiant. J'ai fini la récolte de mesclun. Tout ça maintenant, ça va partir au compost. Et là, ça me fait une très grosse cagette. Regardez-moi ça. Il y a tout un tas de salades différentes, avec des goûts différents. J'aime bien, ça fait un bon mélange de légumes. Donc là, cette salade, là, la cagette, je vais la mettre dehors parce que dans la serre, les salades, elles vont trop souffrir, elles vont trop se déshydrater. Et maintenant, on va aller ramasser la mâche. Et voilà, 2 cagettes de légumes. Là, ça fait une sacrée quantité. Bon, cette cagette n'est pas remplie à 100%, mais elle est énorme. Et voilà, celle-là, elle déborde. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein. On est qu'au mois de mars. Là, le potager n'a même pas encore vraiment commencé. Là, ce n'est que des reliquats du potager d'hiver. Et ça me fait quand même une grosse quantité. Donc je pense que je vais donner quasiment tout aux voisins, je vais voir. Sachant que j'en ai déjà donné, mais là je peux nourrir tout le quartier, je pense. Et le plus dingue, c'est que la pleine saison du potager n'a même pas encore commencé. Tout ça, c'est des reliquats du potager d'hiver.
Et là, il va me rester encore pas mal de choses à manger avant de pouvoir récolter les premiers légumes d'été. Maintenant qu'on en est là, que fait-on? On va arracher tous les plants qui sont contre la bâche parce qu'ils sont difficilement accessibles. Et tous ceux du milieu, on va mettre du compost par-dessus et on va venir incorporer tout ça dans la terre pour pouvoir l'enrichir en profondeur. Voilà, j'ai tout arraché. J'ai arraché tout ce qui était au fond et j'ai tout incorporé ici dans la terre. J'ai retiré les zoyas. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble à ça. Vous voyez, à l'intérieur, on met l'eau. Et par-dessus, on met le capuchon pour éviter que l'eau s'évapore et pour éviter que les moustiques viennent pondre dedans. Là, vous voyez, tout ça, c'est enfoncé sous la terre et c'est ça qui alimente en fait la bande de culture en eau. Dernière bassine de compost. Là, ça y est, j'ai fini tout mon stock de compost pour l'année. J'en ai pas fait assez. Mais bon, au moins, là, le sol sera parfait. Alors, j'ai implémenté tout ça, comme je le fais d'habitude, à la grelinette. D'abord, j'étale tout. Hop. Tout bien étalé. Pour que ça soit réparti uniformément. Hop. Voilà, on en met un peu là-bas. Il est bien ragoûtant. Il y a quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires, ton compost c'est limite de l'engrais et même plus du compost. C'est un peu ça. Hein. Hop, on implémente le tout à la grelinette. Je vais essayer de pas trouver la bâche. Le sol il est nickel. Voilà où j'en suis. J'ai implémenté le compost dans la terre avec la grelinette. Et après, j'ai replacé les zoyas et j'ai enterré aussi les cultures restantes qui étaient sur cette zone de culture. Il est déjà 17h10. Alors, je pense que je vais filmer jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Hein. De toute façon, en plus, comme ça va être l'occasion de vous montrer le système d'éclairage dans la serre qui fonctionne avec le petit panneau solaire. Ça pourrait être très joli. Bon, maintenant, on va installer le système d'arrosage 100% automatisé. Et après, on va pouvoir pailler et implanter les cultures. Je vais commencer par creuser ici une tranchée pour pouvoir enterrer le tuyau de jonction qui viendra relier les deux bandes de culture. Et comme ça m'évitera de me prendre les pieds dedans comme ça me faisait l'année dernière. Allez, voilà, c'est parti. Je ne vais pas creuser trop profondément non plus, parce que sinon ça risque de faire un U souterrain vu que ce sera un tuyau qui sera totalement fermé et que l'eau ne sortira pas. Il ne faut pas que l'eau stagne à l'intérieur du tuyau. Donc là, je vais juste creuser histoire de l'enterrer un peu pour que ça soit esthétique et qu'on ne se prenne pas les pieds dedans, quoi. Là, déjà, je retire le paillage. En plus, ça tombe bien, j'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait sous le paillage. Ce qui est marrant, c'est que la terre est quand même humide sous le paillage. J'aurais pas pensé. Moi, je pensais que c'était sec. C'est même presque plus sec au niveau des bandes de culture qu'au milieu là. C'est vraiment bizarre. Comme Moïse, j'ai séparé ma serre en deux. Alors, on va installer ici un raccord avec le tuyau microporeux qui sera ici. Il sera relié au tuyau qui viendra de l'extérieur. Le tuyau microporeux va passer ici. Il va falloir retirer le paillage pour l'implémenter en dessous. Il va passer là, il va passer là, il va passer là. Alors là, peut-être en attendant, je vais le faire passer derrière la serre parce que j'ai la flemme de retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur et de la bouger. Donc, je vais le faire passer derrière la serre en attendant, mais plus tard, il sera au niveau de la serre. Donc là, il va passer là. Le tuyau microporeux, après, il va revenir ici. Voilà, il va revenir, il va passer devant les zoyas pour pouvoir bien humidifier cette zone-là. Il va passer là. Après, ici, il va y avoir un raccord en L pour le relier à un tuyau fermé noir qui est très résistant et qui va passer ici sous terre. Après, il va être de nouveau relié à un tuyau microporeux qui après va passer là, il va aller jusqu'à tout là-bas et il va revenir. En fait, le principe, c'est qu'ici, ça a formé une boucle et le fait qu'il y ait une boucle, ça va augmenter la pression à l'intérieur du tuyau et le rendre plus performant. En fait, le tuyau microporeux a la particularité d'arroser sur toute sa surface.
Du coup, là, le tuyau microporeux, il va passer là, il va passer là. Ça va arroser toute cette bande-là. Elle va être en permanence humide. Ici, ça va être un tuyau fermé, un tuyau classique, donc ça ne va pas arroser. Et ici, là, ça va être le tuyau microporeux et ça va arroser jusqu'au bout. Donc ça va arroser également les agrumes qui sont au fond. Ça va vraiment être l'idéal. C'est vraiment l'idéal pour la vie du sol. En fait, la vie du sol va pouvoir venir s'hydrater au pied de tout le long du tuyau. C'est vraiment l'idéal pour pouvoir travailler sur sol vivant. Alors que si on avait mis un tuyau avec des goutteurs qu'il faut intégrer dessus, eh ben ça n'arroserait qu'au niveau des goutteurs. Et si on avait mis un tuyau avec les goutteurs intégrés, ça n'arroserait qu'à certains points. Et il y aura toujours des points où ça s'asséchera et ça sera vraiment pas l'idéal pour conserver une bonne vie du sol. Donc le but en fait, c'est que les bandes de culture là, elles soient tout le temps humides, en permanence. Grâce au compteur qu'on va mettre tout à l'heure, eh ben, le compteur va automatiquement arroser tous les matins et tous les soirs. Et ça permettra d'avoir vraiment des lieux humides pour que les racines puissent s'abreuver tranquillement et pour que la vie du sol puisse s'y réfugier et y vivre en toute sérénité. Voici le matériel dont on va avoir besoin pour l'installation à l'intérieur de la serre. Il n'y a rien besoin d'avoir plus. Ici, nous avons le tuyau microporeux. Vous voyez, c'est un genre de caoutchouc et il suinte en fait sur toute sa surface. Là, nous avons un tuyau classique. Voilà, il n'a rien de particulier à part qu'il est très résistant. Nous avons le raccord en L dont je vous ai parlé tout à l'heure, le raccord en T dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va être connecté au tuyau microporeux. Vous voyez, c'est un raccord. Et ce raccord va permettre de connecter le tuyau microporeux soit directement à un tuyau, soit ici à ce compteur. Et c'est ce compteur qui va programmer quand est-ce que ça va arroser et quand est-ce que ça va pas arroser. On le réglera en fonction des conditions climatiques. C'est-à-dire que s'il fait chaud ou s'il y a une canicule, il va arroser beaucoup plus souvent. Alors qu'en hiver, il va quasiment pas arroser. Et après, on va fixer le tuyau microporeux sur tout le long de la bande de culture avec ici des agrafes en fer galvanisé. D'ailleurs, je sais même pas si c'est du fer. Et ces agrafes-là, en fait, elles vont pas rouiller et elles vont bien maintenir le tuyau. Elles ne sont pas en angle droit ici, donc les agrafes ne vont pas abîmer le tuyau microporeux. Alors, ce type de tuyau microporeux, en fait, il faut savoir que les tuyaux microporeux, s'ils sont exposés au soleil et au rayonnement ultraviolet, ils peuvent devenir cassants. C'est pour ça que c'est important de les enterrer sous une légère couche de terre et après de recouvrir le tout par du paillage. Comme ça va éviter qu'ils soient exposés au soleil et ça va garantir une très longue durée de vie au tuyau microporeux. Alors que s'il est exposé en plein soleil, au bout d'un moment, il finira par se dégrader beaucoup plus vite. Je vous mettrai bien sûr les liens de tout cet équipement en description de la vidéo et également les équipements qu'on va utiliser à l'extérieur pour alimenter le système d'arrosage. Nous avons ici le tuyau classique, pas le tuyau microporeux, hein, et on va l'installer ici tout le long. Alors quand on installe un tuyau, il vaut mieux toujours en mettre trop que pas assez, parce que si on n'en met pas assez, après il faut tout recreuser, retirer le tuyau et en remettre à nouveau. Et si on en met trop, on aura juste à couper. Et pour couper ce tuyau, juste besoin d'un sécateur classique, pas besoin d'acheter une pince spéciale pour couper les tuyaux. Ça fera très bien l'affaire. C'est toujours mieux de faire ce genre de choses à deux, mais malheureusement, votre fidèle serviteur, il est toujours tout seul. Au moins, ça montre ce qu'il est possible de faire tout seul, quoi. Hop, on va caler le tuyau. Peut-être c'est pas sorcier, quoi. Maintenant qu'on a enterré le tuyau classique, on va installer le tuyau microporeux. Alors le mieux, ça aurait été que je dépaille entièrement la zone. Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Alors je vais pousser le paillage, creuser une tranchée et installer le microporeux à cet endroit-là. Alors on peut enterrer le tuyau microporeux sous une petite couche de terre, mais on peut pas l'enterrer totalement. Mais c'est quand même possible. Ça permet d'augmenter sa durée de vie. Là, ça va être délicat parce que je vais être obligé de faire passer le tuyau microporeux derrière la mini-serre. Parce que tant qu'elle est pleine, je vais pas pouvoir la bouger. Je vais essayer de faire ça bien. Il faut éviter qu'il soit exposé au soleil, quand même. Et voilà, c'est le gros bordel. Donc j'ai bien creusé ici tout le long là et tout le long là. C'est là où le tuyau va passer. En fait, grosso modo, ce tuyau microporeux, il va fonctionner exactement comme le fait un Oya. C'est-à-dire qu'il va suinter sur toute sa surface. Sauf que le tuyau microporeux, contrairement à l'Oya, il faut le remplir sans arrêt. Alors que notre système, lui, il va se remplir tout seul, avec de l'eau gratuite de pluie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis vraiment passé partout. Il va à peine marcher maintenant. Vous voyez, il va passer là, derrière les agrumes, et il va arroser les agrumes. En fait, les agrumes, contrairement à ce que l'on croit, c'est originaire des forêts tropicales d'Asie, et ça aime énormément d'avoir le sol humide. Ça aime pas quand c'est détrempé, mais ça aime quand c'est légèrement humide. Et c'est pour ça que là, ça va vraiment être l'idéal pour eux. Vous voyez, quand on pense aux agrumes, on pense à ceux qui vivent dans le bassin méditerranéen. Mais en fait, s'ils arrivent à tenir aussi bien là-bas malgré qu'ils aient un sol sec, c'est grâce au vent, en fait, qui apporte l'humidité qui s'est évaporée de la mer Méditerranée.
mais ça aime pas du tout être dans des milieux totalement secs. Maintenant, installons le tuyau microporeux. Alors pour l'installer, comme pour tout à l'heure, vaut mieux en mettre trop que pas assez, et après on viendra recouper le tout lorsqu'on viendra mettre les jonctions. Alors le tuyau microporeux, c'est toujours mieux que vous le fassiez à deux, parce que c'est bien qu'il y en ait un qui déroule le tuyau pendant que l'autre, il le met à son emplacement final. Mais bon, on n'est pas toujours deux, donc on va se débrouiller tout seul. Dites-vous, j'ai commencé à préparer cette vidéo à 13 h et il est déjà 18 h 30. En fait, à partir du moment où on se filme en train de faire quelque chose, on met 2 fois plus de temps. Alors que l'année dernière, je vous filmais des choses qui étaient déjà finies. Et je me dis que c'est mieux quand même que vous voyez toutes les étapes. Hop, je vais mettre là. Et vous savez quoi, on va déjà l'agrafer. Il n'y a plus de place pour circuler ici. Voilà, on essaye de mettre le moins d'agrafe possible pour économiser. Ça serait bien qu'il pleuve prochainement parce que chez moi il n'a pas plu depuis 1000 ans. Et là mes réservoirs d'eau ils sont presque vides quoi. Vu que j'ai refait mon installation avec les cuves pour pouvoir booster mon système d'arrosage automatique, mes réservoirs sont vides parce que j'ai dû les purger, les vider et les nettoyer. Et encore, là ça serait bien qu'ils se remplissent. Ça y est, non sans peine, c'est fini. Bon, maintenant, il va falloir mettre les raccords ici. Alors, faut pas se tromper. Là, celui-là, ce tuyau-là, on va le laisser. On va pas y toucher. Ça, c'est le tuyau microporeux. Là, tous les tuyaux sont de la même couleur, là, quand même. Donc oui, ça, c'est le tuyau microporeux. De toute façon, on le voit à la texture, au toucher. Ça, c'est le tuyau classique. On va faire un raccord en L à ce tuyau-là. Et ce tuyau microporeux-là, c'est là où on viendra mettre l'adaptateur pour pouvoir mettre n'importe quel tuyau ou n'importe quel appareil. C'est là où il va falloir être précis. Si on coupe trop, il va falloir tout recommencer. Donc voilà, ce câble-là, ce tuyau-là, il va rejoindre celui-là, ici, voilà, et avec un jonction en L, comme ceci. Il va falloir bien couper. Donc déjà, je vais poser ça là. Faire quelque chose de bien droit. C'est dommage, mon sécateur, il est un peu émoussé, mais c'est bien de faire une coupe bien droite. Maintenant, on enfonce ça. Alors ça, c'est dur, ça. Faut bien l'enfoncer jusqu'au bout. Oh, je me souviens, c'était dur, ça. Chaque fois. Si vous n'êtes pas professionnel du jardin et que vous n'arrivez pas à l'enfoncer jusqu'au bout, vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas. Ça marchera quand même. Il doit y avoir un appareil pour faire ça, un genre de bidouille chouette, machin chose. Il y a toujours un appareil pour tout de nos jours. Maintenant, on met l'embout universel ici. J'espère que ça va pas être aussi dur que tout à l'heure. C'est beaucoup plus simple. Et voilà. Et là, on enterre. On laisse l'embout dépasser juste. Bon, on aura fait la moitié du travail. Et c'est sur ces belles images de la serre illuminée qu'on reprendra le travail demain. Enfin, pour moi, ça va être demain. Mais pour vous, ça va être tout de suite. Nous sommes le jour 2, il fait un peu plus frais qu'hier, donc du coup j'ai mis un t-shirt. Maintenant on va terminer l'installation de ce système d'arrosage et je vais vous montrer également les nouveautés par rapport à l'année dernière. Récapitulons ce qu'on a fait hier. Donc là on a mis une prise universelle qu'on a connectée au tuyau microporeux. Le tuyau microporeux il passe là, 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 là. Il fait le tour là-bas derrière, il revient ici. Après on a mis un raccord ici en L. Après le raccord en L on l'a connecté à un tuyau classique qu'on a fait passer sous terre ici, voilà, sous terre ici, et il ressort à cet endroit-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le tuyau microporeux avec un raccord en T ici, là,
On va le faire passer tout là-bas derrière. Hop, on fait le tour, on revient et on le reconnecte à ce même tuyau sur le même raccord en T. Je vais commencer par retirer les choux qui sont ici parce qu'ils vont me gêner. Tant pis s'ils sont pas arrivés à maturité, je les mangerai quand même comme ça. Les feuilles de choux sont comestibles. Hop. Voilà, et puis ça laissera plus de place ici à l'oignon rocambole. Alors, on va écarter un peu le paillage. J'ai mis hors caméra des étiquettes pour voir à peu près où j'allais planter mes plants tout à l'heure. Parce qu'on va tout planter, on va planter le poivron, les poivrons, les tomates. On va tout planter. J'ai terminé de creuser la tranchée jusqu'à tout là-bas. Maintenant, on va installer le tuyau qui est ici, le tuyau micro-poreux. Et ouais, j'ai encore ramassé une 3e cagette de légumes. Là, j'en peux plus. Là, je pense que je vais la donner aux voisins. Et puis allez, hein, c'est parti. À partir du moment où on arrive à se nourrir sans aucun problème et qu'on nourrit après tout son quartier, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on produit largement assez. Alors voilà, on va mettre les agrafes tout le long et on va dérouler le tuyau. Toujours une étape compliquée quand on est seul. J'ai fini d'installer le tuyau micro-poreux, donc voilà, il passe là, il passe là, il passe là, il passe là. Il arrose ici le mandarinier Satsuma, après il continue, il passe ici, il arrose ici, ça c'est le citronnier caviar, il passe là, il arrose un peu tout ce qui traîne derrière, il passe là, 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 et ici, il s'arrête ici, et là on va mettre un raccord en T. Voilà, on va le mettre comme ceci. Vous voyez, ça va aller dans la continuité du tuyau qui est enterré ici. Et cette partie-là va rentrer dans le tuyau micro-poreux qui est ici. Et on va fermer le tuyau micro-poreux ici. Comme ça, là, on n'a pas besoin de mettre un bouchon. Comme pour tout à l'heure, j'ai laissé volontairement un peu trop de tuyaux. Et c'est maintenant qu'on va venir ajuster. Donc là, la jonction va se faire comme ceci. Donc c'est ici qu'on coupe. On fait une coupe bien droite. Voilà. Ici, la jonction va se faire là. Donc, hop. Donc déjà, on va mettre ces parties-là. J'espère que ça va être plus simple que tout à l'heure. Je vais déjà mettre celle-là parce que si c'est plus dur ici, là, je vais faire la même chose. Je vais le mettre. On fait attention à ses doigts. Hein. Voilà. On raccorde là. Le raccord est maintenant finalisé. On va mettre les dernières agrafes pour bien caler l'ensemble. Fais attention de ne pas trouer le tuyau quand même. Voilà. Voilà. Et maintenant, on peut reboucher. Donc, je vais mettre de la terre argileuse ici pour bien caler le tuyau. Le système est maintenant totalement installé. Du coup, avant de pailler ici, on va le tester. Là, j'ai de la paille ici qui est prête. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai laissé la zone là-bas totalement dépaillée avec le système à nu pour vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai branché le système d'arrosage ici au château d'eau. Voilà, avec ce raccord-là et une vanne ici qui va simuler en fait l'appareil de distribution d'arrosage automatique. Donc, hop, je l'active. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On entend déjà l'eau qui circule. Et on voit déjà que ça commence à goûter là. Alors, je ne vous cache pas que ça a mis un peu de temps avant de remplir tout le système. Voilà. Mais là, on voit que ça arrose partout. Ça arrose ici. Là, on voit que c'est bien humide. Ça arrose ici tout le long. Là, on voit pas parce que c'est sous terre. Vous voyez, ça passe ici. Là, on voit que c'est bien humide. Ça arrose ici. Vous voyez, là, on voit les gouttes qui sortent du tuyau. Et après, ça revient et ça arrose ici.
Maintenant, je vais vous montrer comment on installe le système d'arrosage automatique. Alors, il faut mettre, voilà, ceci, c'est un compteur mécanique. Il faut pas mettre un autre type de compteur, il faut vraiment mettre un compteur mécanique. C'est un appareil où on peut régler le temps d'arrosage. Et ça fonctionne avec seulement 2 piles. Voilà, 2 piles AAA qui sont ici. Et là, ça dure plus d'1 an de fonctionnement. Donc, même pas besoin de le brancher à son réseau électrique. Donc, on le branche. Alors, on met là, ici, c'est le côté où il y a la source de l'eau. Donc ça, c'est le tuyau qui est raccordé au château d'eau que je vous montrerai tout à l'heure. On le raccorde ici. C'est difficile de faire tout à une main. On peut sélectionner après le temps d'arrosage. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand on est en plein été et qu'il fait très chaud, je fais 2 arrosages par jour. Donc j'en fais un le matin très tôt et un le soir très tard. On peut régler ici, voilà, on peut faire tous les 24 heures. Là, c'est actuellement réglé en mode hiver, c'est-à-dire un arrosage par jour. Donc voilà, tous les 24 heures. Et là, on peut choisir le temps d'arrosage. Moi, je vous conseille de mettre voilà, le maximum de temps d'arrosage parce que le temps que, vu que le tuyau microporeux, ça met du temps, c'est vraiment un tuyau économique en eau. Donc, vu que ça met du temps à tout arroser, il vaut mieux mettre une grosse durée. Le temps que tout le réseau se remplisse et qu'après ça suinte de partout et que ça améliore la terre en profondeur, ça arrose la terre en profondeur, ben, du coup, il faut mettre le temps maximal. Et là, on peut choisir le nombre de fois où ça arrose. On peut aller jusqu'à plein de fois par jour. Hein. On peut faire que ça arrose toutes les heures, etc. Même en continu si on veut. Et voilà, là c'est vraiment très pratique. Alors là, je vous conseille de mettre ça sous un cache-pot, si possible, ou sous un pot, pour pouvoir le protéger des rayonnements ultraviolets, parce que ça abîme les appareils dans ce genre-là. Donc voilà, là il est bien protégé des rayonnements ultraviolets. Bon, maintenant, tout ce qu'on a vu là, c'est exactement la même installation que j'avais l'année dernière et qui m'a permis de ne pas arroser une seule fois. J'ai juste rempli les Zoya de temps en temps. Voilà, les Zoya, c'est les jarres qui sont enterrées. J'ai juste rempli de temps en temps quand j'y pensais, mais sinon je n'ai pas eu à arroser de toute l'année. Et c'était pareil pour l'année précédente. Qu'y a-t-il de différent par rapport à l'année dernière? J'ai changé de type de crochet. Avant, j'utilisais ce crochet-là. Et là, vous voyez, ça a rouillé, c'était vraiment pas terrible. Et j'ai échangé pour ce type de crochet-là, qui a un bord arrondi ici, donc ça abîme beaucoup moins le tuyau que celui-là. Et en plus, celui-là, il est en acier galvanisé, donc il ne rouille pas. Il est dans la même matière que les poteaux de la serre. L'autre changement, ça se passe au niveau de la source. J'ai transformé mes cuves de récupération d'eau de pluie en château d'eau. Je vais vous montrer ça. Voici les 2 châteaux d'eau. Ce sont 2 cuves IBC de 1000 litres qui sont surélevées à 1 mètre du sol par des parpaings. Ces 2 cuves sont connectées à la toiture de la maison, ce qui fait que ça fait une grande surface de toit et elles se remplissent assez rapidement. En quelques jours de grosses pluies, elles sont pleines à 100%. Alors oui, j'ai déplacé la centrale solaire ici temporairement parce que je suis en train de faire des tests pour une future vidéo. Alors le tuyau arrive ici, via un connecteur femelle ici, vous voyez, qui est connecté à un système de filtration. Ce n'est pas le même système de filtration que j'avais l'année dernière. L'année dernière, j'avais celui-ci, mais en fait j'ai changé entre temps parce que j'ai peur qu'au bout d'un certain temps des algues se forment à l'intérieur vu que c'est transparent. J'ai donc changé pour ce système de filtration là. Alors vous voyez, là c'est une prise femelle universelle qui est connectée sur cette prise mâle universelle que j'ai fixée ici au système de filtration en mettant ici du téflon. Le téflon, c'est le scotch qu'utilisent les plombiers pour pouvoir sécuriser et éviter qu'il y ait des fuites. Vous voyez, ça ressemble à peu près à ça. Et quand vous l'achetez dans le commerce, ça ressemble à ça. Voilà. Donc après, le système de filtration, lui, est connecté directement à la cuve via une autre prise mâle universelle connectée à une prise femelle universelle. Et après, ce tuyau, il arrive directement sur la cuve, sur un bouchon. Vous voyez, le bouchon de la cuve est équipé également d'une prise mâle universelle. En fait, le système entier, je peux le brancher sur la cuve, mais imaginons que les cuves soient vides, je peux également le brancher sur un raccord de tuyau d'arrosage pour pouvoir arroser même si les cuves sont vides. Donc, certaines années, ces 2 cuves ne suffisent pas. C'est assez rare, mais par exemple en 2023, il n'avait pas plu pendant 2 mois, pas une seule goutte. Et du coup, vu que je me sers également de cette cuve pour arroser les haies et pour re-remplir le bassin et pour arroser les arbres fruitiers, les 2 cuves ne m'ont pas suffi. En fait, si on met l'arrosage 2 fois par jour, une cuve tient 1 mois. Donc s'il ne pleut pas pendant 2 mois, là les 2 cuves finissent totalement vides. Et au moment de partir en vacances, j'avais préféré re-remplir une cuve avec l'eau du réseau plutôt que brancher tout le système sur l'eau du réseau. Comme ça m'évite d'avoir un robinet ouvert pendant que je ne suis pas là. Et c'est la cuve qui s'est occupée de faire tout l'arrosage de la serre pendant toutes mes vacances. Cette année, j'ai également changé ici le système de filtration. En fait, pendant plusieurs années, ce que je faisais, c'est que j'utilisais des vieux collants usagés qui étaient troués. Et je les mettais ici, je les attachais ici sur le bouchon. Et après, il y avait un coude ici qui descendait dans le collant et c'était le collant qui servait de filtre et qui servait également de moustiquaire pour éviter que les moustiques viennent pondre à l'intérieur.
Cette année, j'ai changé ici le collant par un pot de fleurs, voilà, en plastique, que j'ai rempli avec de la ouate. C'est un système de filtration pour aquarium normalement. Et maintenant, il n'y a plus de coude ici qui descend directement parce que parfois, il y avait des feuilles qui restaient coincées et c'était difficile d'accès. Alors que là, l'eau arrive directement ici et je peux retirer les feuilles ici à la main. Donc, c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Jusqu'à l'année dernière, le système fonctionnait très bien. Le seul petit souci que j'avais, c'est que quand le niveau d'eau arrivait vers le bas, il n'y avait plus assez de pression à la sortie du tuyau pour pouvoir arroser toute la serre. Sachant que j'ai maintenant une plus grande serre, et du coup, c'est pour ça que j'ai surélevé les cuves pour avoir plus de pression à la sortie du tuyau. Si cette année, je remarque que la hauteur des cuves est suffisante pour que même quand il n'y a pas beaucoup d'eau à l'intérieur, il y ait suffisamment de pression à la sortie du tuyau pour pouvoir continuer à arroser la serre, mais dans ce cas-là, je ferai un beau coffrage en bois pour pouvoir éviter que le soleil tape à l'intérieur des cuves et que ça crée des algues comme on voit ici. Sinon, je pourrais toujours remonter les cuves de quelques parpaings en coupant ici le tuyau là et remonter les deux cuves encore d'un cran. Qu'il existe également les bâches pour cuves, mais alors ça, je vous les recommande pas du tout. À chaque fois que j'en ai mis, ça n'a même pas duré une année. Donc pour vous dire, c'est de la pure arnaque. Et maintenant, par-dessus tout ça, on va mettre le paillage. Vous voyez, ce système d'arrosage est très performant, il arrose sur toute la surface. Et vu que l'arrosage se fait sous le paillage, le taux d'évaporation est vraiment très limité. Malgré qu'il fasse chaud dans la serre, ça permet vraiment de préserver l'humidité en profondeur et c'est vraiment excellent pour la vie du sol. Elle peut se réfugier sous le paillage, elle a à boire, à manger, tout ce qu'il lui faut. Et hop. Alors, j'ai planté les tomates Black Beauty, j'en ai planté deux ici, deux pieds ici. Donc hop, Black Beauty, c'est celle-là. Voilà, regardez-moi ces pieds comme ils sont beaux et vigoureux. Regardez l'épaisseur de la tige, les racines sortent en dessous. Ils attendent qu'une chose, c'est retrouver la terre. J'ai fini la plantation dans la serre. Là, on voit des petites paillettes blanches, ce sont des granules anti-limaces. Je mets toujours des granules anti-limaces après une plantation dans une serre, car vu que la serre est fermée, il n'y a pas beaucoup de pression de prédateurs, donc c'est très difficile de se débarrasser des limaces ici. C'est pour ça que j'en mets toujours, et ça m'a pas empêché d'avoir d'ailleurs des pertes, parce que là, vous voyez, j'ai un pied de melon qui s'est fait manger, et là-bas, un pied de piment rainbow qui s'est fait également manger. Alors, voyons ce qu'on a de beau. Ici, j'ai 3 pieds de concombre qui sont là, là, là. Les pieds de concombre vont pousser ici sur le filet de la serre. Vous voyez, j'en ai même 4. Un ici, un là, un là-bas et un là. Ils vont pousser ici tout le long de la serre et ils vont créer un ombrage qui va protéger, vu que ça c'est le côté sud, ça va protéger les plants qui sont ici des rayonnements du soleil. Vu que là dans une serre il fait très chaud l'été, et bien là du coup les plantes vont pouvoir être protégées et être ombragées. Ici j'ai un pied de poivron chocolat, voilà, avec une petite fleur déjà, donc très bientôt des poivrons. Là nous avons un pied de piment rainbow qui est vraiment tout petit, et dites-vous que pourtant j'ai commencé le semis en février. Donc autant vous dire que je pense que pour les années prochaines, là je commencerai le semis du piment rainbow, je pense janvier, voire même décembre, vu le temps que ça met à pousser. C'est vraiment une variété de piment qui est vraiment très longue. Ici un melon charentais. Alors je mets toujours des plants de couvre-sol en fait, aux extrémités de mes bandes de culture. Il y a un melon charentais ici et un melon charentais là-bas. Et en fait c'est parce que là il y a la terre, après il y a le paillage pour protéger la terre, et après il y a une troisième protection, c'est les feuilles des melons qui vont venir couvrir ici le paillage et ça va permettre de limiter vraiment l'évaporation de l'eau. Ça va vraiment permettre de limiter les arrosages et ça va protéger la vie du sol des rayonnements du soleil. Donc c'est pour ça que je mets toujours des plantes couvre-sol sur mes bandes de culture. Ici nous avons 2 pieds de tomates Black Beauty. Voilà, c'est la variété de tomates qui ont les tomates les plus noires. Donc ça va être super beau. D'habitude je mets toujours 3 pieds de tomates là et 3 pieds de tomates là-bas. Mais cette année, j'ai décidé de réduire les tomates et de me concentrer sur d'autres cultures. Comme par exemple ici des piments jalapeno. C'est des piments qui sont très fruités et ça va me permettre de me faire mes propres épices pimentées. Voilà, des piments très fruités et délicieux. Là, j'en ai planté 2, un ici, un ici. Là-bas, voilà, concombre. Là, c'est un pied d'aubergine de Barbantane. Voilà, qui fait des aubergines de très gros calibre. Là-bas, j'ai 2 pieds de tomates, personne connaît, ma propre variété. On va aller voir ça. 2 pieds de tomates, personne connaît. Je les plante chaque année. Il n'y a pas une année où je fais pas ma propre variété de tomates. C'est une variété que j'ai sélectionnée pendant pas mal de temps. Et c'est vraiment eux qui me garantissent d'avoir une bonne récolte pour pouvoir remplir mes congélateurs et pouvoir manger des tomates pendant tout l'hiver. Là, ici, nous avons un autre piment rainbow. Là, un autre poivron chocolat.
Et là, voilà, un autre melon charentais. Sur l'autre bande de culture, nous avons le pied de melon qui s'est fait manger par les limaces, qui est ici, qu'il va falloir que je remplace. Ici, nous avons 2 pieds de tomates Bosque Blue. Ce sont des tomates de couleur bleue. Voilà. Ils sont vraiment très beaux. Ils vont, je pense, très rapidement pousser. Là, plus tard, je pense que j'ai planté un œillet d'Inde pour pouvoir limiter la pression des prédateurs. J'ai eu un semis spontané ici. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il ira rejoindre plus tard le potager. Ça va être la surprise. Là, nous avons un piment rainbow ici et un piment rainbow ici qui s'est fait manger, qu'il va falloir que je remplace. Ici, nous avons un pied d'aubergine de Barbantane. Voilà. Ici, nous avons 2 pieds de tomates. Ça, c'est des tomates. Alors, c'est quoi déjà comme variété? Je me souviens plus. Cette année, je fais que des variétés rares. Donc, des variétés très originales. C'est des tomates indigo rose. Voilà, c'est ça. C'est des tomates indigo rose. Vous voyez, la couleur du feuillage est vraiment très particulière sur cette variété de tomates. Donc, on va voir ce que ça a donné. Ici, nous avons un poivron chocolat. Là-bas, la bouture du chou d'Aubenton. Ici, un pied de melon. Voilà. Et derrière, j'ai toujours des concombres qui poussent sur le filet, qui vont servir de système d'ombrage pour pouvoir protéger contre les fortes chaleurs de l'été. Analysons les données qui ont été collectées par la balise météorologique qui se trouve à l'intérieur de la serre. Ici, nous avons les données de la semaine, et comme on peut le constater, les températures maximales étaient autour des 40 degrés, et les températures minimales étaient autour des 4 degrés. Il est important de savoir que pour les légumes d'été, lorsque la température descend en dessous des 7 degrés, cela peut leur générer du stress qui se traduit par un retard de croissance général de la plante. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de potagistes ont observé que des semis réalisés en mars-avril avaient tendance à dépasser en vitesse de croissance des semis qui avaient été réalisés en janvier-février. En fait, la température compte énormément pour la croissance du légume d'été. Mais il faut également prendre en compte que la température du sol compte énormément elle aussi. C'est pour ça que les mêmes règles ne s'appliquent pas dans un potager extérieur que dans un potager qui se trouve à l'intérieur d'une serre. En fait, les paramètres qui vont vraiment nous intéresser ici, ça va être les extrêmes des températures, c'est-à-dire que s'il fait trop chaud, les plantes peuvent mourir d'un excès de chaleur, et s'il fait trop froid, les plantes peuvent geler, mais également la température moyenne qu'il y a dans la serre, parce que c'est la température moyenne qui va vraiment agir sur la température de la terre. Et comme on peut le constater, là la température moyenne est de 16,6 degrés, ce qui est largement suffisant pour pouvoir incorporer le potager d'été. Il m'est déjà arrivé de subir des températures négatives à l'intérieur d'une serre, malgré que le potager d'été soit totalement installé. Et en fait, ce qui m'a sauvé, ça va être la température moyenne et surtout la température de la terre qui a pu permettre qu'aucun de mes plants n'ait subi le moindre problème, le moindre stress, le moindre dommage. Comparons maintenant les données qui ont été collectées par la balise météorologique qui se situe à l'intérieur de la serre et les données qui ont été collectées par la balise météorologique qui se situe à l'intérieur du potager en extérieur. Et comme on peut le voir, quand les températures descendent assez bas en extérieur, la chaleur emmagasinée par la terre à l'intérieur de la serre permet de faire gagner quelques degrés par rapport à la température extérieure. Et là, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence. Par exemple, il a gelé en extérieur, il a fait 0,1 degré, et à l'intérieur, il a fait 6,9. On a quand même gagné presque 7 degrés par rapport à l'extérieur. Et c'est pour cette raison que même s'il gèle en extérieur, grâce à l'effet d'inertie thermique, je suis plutôt confiant par rapport au potager qui se situe à l'intérieur de la serre. Maintenant, je ne vous encourage pas du tout à faire comme moi, il faut vraiment que vous puissiez analyser les spécificités météorologiques qu'il y a chez vous. Moi, je sais que chez moi, je bénéficie d'un microclimat, car vu que j'habite en centre-ville, je suis chauffé par la chaleur humaine, la chaleur de la ville. Ce qui fait que je gagne bien parfois jusqu'à 4, voire même 5 degrés par rapport à ceux qui habitent plusieurs kilomètres plus loin en campagne. Grâce à mes différents journaux de culture, je sais que je commence à planter le potager d'été à l'intérieur de la serre vers la fin mars. Après, je regarde les températures qui sont prévues par Météo France dans les 15 prochains jours, et si je constate qu'il n'y a pas de grosses gelées de prévues, là je commence à passer à l'action et à déjà planter le potager d'été à l'intérieur de la serre. Là, je pense que dans quelques jours, ça va être très beau. Quand tout ce petit beau monde aura pris, là je commencerai à faire le tutorage avec des fils qui viendront s'attacher en haut de la serre. Et je boucherai les trous qu'il y aura un peu partout avec du basilic pour pouvoir limiter la pression des prédateurs. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. 75% d'entre vous qui regardent régulièrement mes vidéos ne sont même pas abonnés. Imaginez si tout le monde cliquait sur ce petit bouton s'abonner, la chaîne Personne Connaît deviendrait la chaîne numéro 1 de jardinage en France. C'est dingue.